Montgolfière, planeurs, paramoteurs, le ciel de Franche-Comté connaît une grosse activité aéronautique et aérostatique depuis au moins une bonne trentaine d'années. La région belfortaine réunit en effet un relief idéal pour les activités aériennes. Le massif des Vosges et de vastes plaines révèle aux pilotes chevronnés de la région un terrain de jeu unique. Et ici, de nombreux instructeurs se réjouissent de partager leur savoir et leurs expériences avec de jeunes élèves. Ils nous feront monter dans des aéronefs aux capacités surprenantes pour approcher au plus près cette grisante sensation de liberté qu'offre le ciel. Commençons tout en douceur notre voyage aéronautique, ou plutôt aérostatique, car notre premier rendez-vous se situe sur l'aérodrome désaffecté de Belfort-Fontaine, où les montgolfières du club de Franche-Comté nous attendent. Janine, la présidente du club, prépare son ballon avec beaucoup d'énergie. Depuis une trentaine d'années, elle s'évertue à partager sa passion du vol en montgolfière et s'investit notamment dans des vols d'initiation pour de jeunes collégiens de la région. Mais celui qui la connaît le mieux est l'un de ses anciens élèves. Bernard était encore tout récemment son apprenti pilote. Avec Janine, l'avantage c'est qu'on n'a pas l'impression d'être en instruction. C'est du plaisir et du bonheur tout le temps, quoi. Donc pendant les 16 heures d'instruction, ça a été du partage et elle te laisse vraiment faire tout par toi-même. Et elle est là vraiment en soutien si tu as un problème, quoi. Nos pilotes utilisent une machine qui a été très peu modifiée au cours des siècles. C'est en 1783 que les frères Montgolfier réussissent devant la cour du roi Louis XVI à faire voler un ballon de 400 mètres cubes emmenant à son bord un coq, un canard et un mouton. Aujourd'hui, la montgolfière est une activité pratiquée par les êtres humains et Janine s'apprête à faire découvrir à Tony les paysages harmonieux de la région. C'est parti. Et alors pour la il est durée 8h20. du vol, on fait à peu près combien de temps? En principe, 3/4 d'heure. Mais ça va dépendre aussi de l'environnement. Si on arrive au bout d'une demi-heure devant une forêt et qu'on sait ne pas pouvoir traverser, on se pose. L'Altivario, il me dit que je suis maintenant à 420 mètres mer, mais à 57 mètres sol. Et alors j'ai le GPS qui lui me dit que par exemple pour le moment, on va à 8 km dans le 277, c'est-à-dire pratiquement plein ouest, puisque l'ouest c'est 270. Hein. OK ? Du massif vosgien au plateau du Jura, le territoire de Belfort offre des contrées verdoyantes et douces. Pour les visiter, on peut sillonner à pied les quelques 670 km de sentiers balisés, mais pour découvrir la faune sauvage du territoire, mieux vaut prendre un peu de hauteur. Contrairement aux autres aéronefs, le pilote contrôle sa montgolfière uniquement dans l'axe vertical au moyen du brûleur. Réchauffer l'air pour monter, attendre qu'il se refroidisse pour descendre. La vitesse et la direction du vent variant avec l'altitude, Janine et Bernard doivent s'immiscer dans le bon courant d'air afin de diriger leur ballon. Alors le courant d'air qu'on sent là, c'est simplement le taux de montée. On est en train de monter à 1,5 m/s. Donc c'est que ça qu'on sent, hein. C'est pas le vent. Le vent, en réalité, on se déplace à sa vitesse, donc on ne le sent pas. Voilà, donc entre le coup de brûleur et la montée ou la descente, il se passe à peu près 5 secondes. Donc c'est pour ça, quand je mets mon coup de brûleur, on ne monte pas tout de suite. Alors ça, moi je me régale là. Ah, alors là c'est super. On frôle les arbres, on joue avec le ballon. Et puis le ballon, quand il est bien pressurisé, mais un petit coup de brûleur, il monte. C'est magique. Alors là, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de couleurs. Mais c'est superbe. C'est vraiment
plus belle façon d'aller en l'air pour moi. Parce que quand on est en avion, c'est joli, mais on est dans une carlingue. Là, on a un balcon à 360 degrés. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, on va bientôt atterrir. Pour atterrir, on fait comment ça se passe? Alors, comment si tu veux, j'aimerais bien aller dans le champ qui a les balles de foin là-bas. Ouais. Donc, on regarde si notre cap qu'on a sur le compas, enfin sur le GPS, c'est bon, c'est bon. Et puis, on arrondit en fait. On dit ce qu'on appelle arrondir, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'être au-dessus du champ pour descendre. Je vais me laisser descendre gentiment, voilà. Et puis, on se posera. Il faut toujours faire ce qu'on appelle un arrondi. Même quand il y a du vent, il ne faut pas descendre trop rapidement parce qu'on ajoute la vitesse du vent avec la vitesse de la descente. Donc là, on va essayer de faire un bel arrondi. Alors, on apprendra ça par la suite. La descente ne devrait pas poser de problème pour Janine en raison d'un vent particulièrement faible. Mais cela reste toujours un point délicat pour un pilote. Ça, j'adore. Lors de l'atterrissage, la nacelle permet d'amortir les chocs. Et même si de nouveaux matériaux sont désormais plus légers que l'osier, aucun ne concilie aussi bien résistance et élasticité. Voilà, vous pliez un peu les genoux, mais je peux guère vous secouer moins. De l'autre côté du champ, Bernard n'a pas eu de problème pour se poser. On le retrouve en fin de matinée avec ses amis du club de mini-ballons. Nos pilotes utilisent des moyens plus réduits pour confectionner ces petites montgolfières radiocommandées. 4 fois champion de France de la discipline, Bernard est devenu un véritable spécialiste pour diriger ces mini-ballons. Alors une petite montgolfière, c'est comme on a vu ce matin avec les ballons grandeur, c'est la même chose. Donc on a un brûleur, on a une veilleuse, on a des bouteilles à l'intérieur. Et là on a un pilote, vous voyez ce matin 1,76 m et là on a 35 cm. Voilà, la différence elle est là principalement. Au lieu d'agir sur le brûleur, là on a une radiocommande et on agit sur la radiocommande pour mettre la flamme ou couper la flamme. Alors comment j'ai commencé? Moi c'est une vieille anecdote, c'est il y a longtemps, il y a quelques années déjà. En 89, en rentrant du collège, j'ai un copain dans le bus qui me dit écoute, je vais faire de la montgolfière. Et je pense que comme tout le monde, j'ai eu les yeux qui ont pétillé et je me suis dit tiens, je sais que je vais pouvoir aller m'envoler en ballon. Et quand je suis arrivé devant chez lui, il était en train de remplir ses fameuses petites bouteilles. Et là j'ai regardé et je lui ai dit mais tu fais quoi là? Et il m'a dit écoute, je prépare le ballon. Et quand on a été dans le champ, voilà, j'ai découvert une mini montgolfière. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Donc c'était en 1989. Donc ça date pas d'hier. Et jusqu'à il y a 3 ans, c'était ma seule préoccupation et je ne voulais faire que de la mini. Et donc aujourd'hui, je donne la première leçon de gonflage à Marguerite, qui est une membre du club aérostatique de Franche-Comté qui me fait souvent des récupérations et avec qui on a cousu donc le ballon qui est jaune et bleu là-bas, aux couleurs du club aérostatique parce que voilà, donc on a mélangé un petit peu les deux disciplines au niveau mini montgolfière, grand ballon, et ça reste une même famille de toute manière. Tu allumes ta veilleuse, tu vérifies que ta flamme elle soit bien, tu mets pas la main dedans. Voilà. Et derrière, tes bouteilles, toi, elles sont là. Ça, c'est les 3 bouteilles de gaz. Tu en ouvres une pour faire les 7 brûleurs. Et ici, toi, tu as un tout petit bouton. Tu fais attention devant. Voilà. Donc, et sur la radiocommande, regarde, tu es ici. Et quand tu es à l'intérieur, tu coupes la veilleuse. On est prêt. On va mettre le pilote quand même. Voilà. Attends que je vais la prendre. Dans la maison. Laissons à présent nos modélistes et rendons-nous sur l'aérodrome de Chaux où Clovis et Michael vont effectuer un vol grandeur nature. À quelques kilomètres de Belfort, l'association belfortaine de vol à voile dispose d'une équipe d'instructeurs bénévoles diplômés animés d'un bel esprit collectif. Aujourd'hui, nos 2 apprentis, accompagnés de Christophe, instructeur du club de vol à voile, vont effectuer leur premier vol en planeur.
Mais avant de côtoyer les nuages, il faudra s'asseoir à nouveau sur un banc d'écolier, car un premier vol nécessite une formation théorique solide. La météorologie, la navigation, les instruments, la sécurité aérienne et les techniques du vol à voile sont des thématiques développées par Christophe lors de ce premier briefing. Mais place au pilotage. Et pour cela, l'association fait d'abord voler ses apprentis sur un simulateur de vol. Michael peut ainsi s'immerger dans un monde en 3 dimensions et découvrir l'action de ses gestes sur la conduite de son aéronef. Très bien, parfait. Donc je prends place derrière. Voilà. Le planeur se pilote toujours avec la main droite sur le manche, même si tu es gaucher, donc main droite sur le manche avec moi. Si je tire un petit peu sur le manche, donc je provoque une rotation autour de l'axe de tangage vers le haut. Si j'agis sur la commande vers l'avant, manche avant, je provoque une rotation autour de l'axe de tangage vers le bas. Je te laisse un petit peu le manche à toi tout seul, tu me provoques une rotation vers le haut, ensuite vers le bas, voilà. Qu'est-ce que tu te rends compte au niveau de la commande? Est-ce que c'est sensible? Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup? C'est assez sensible, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts sur le manche, d'accord? On va passer à l'axe de lacet. Alors l'axe de lacet, tu te rappelles, on le pilote avec quelle commande? Les plafonniers. Les palonniers, ouais, donc au pied, voilà. À droite, voilà, puis à gauche, tout de suite, voilà. Et qu'est-ce que tu constates? Oui, il faut vraiment appuyer. Ah, il faut vraiment appuyer à fond sur les palonniers, il faut presque aller jusqu'en butée de commande, et puis on voit que l'angle est très limité, d'accord? En vol, eh bien, tout à l'heure, on va passer donc sur un vrai planeur, et on va essayer d'apprécier tous ces efforts aux commandes, tout ce qu'on vient de voir, pour voir qu'est-ce que ça donne en réalité, hein, puisque là, on n'a qu'un aspect visuel, on est sur un simulateur, on n'a aucune sensation, je dirais, réelle. Et donc, tu vas pouvoir apprécier tout ça sur le planeur. On va faire un petit peu le tour de la machine pour vérifier quelques points. Pareil, il y a beaucoup de visuels. Vous pouvez venir ici, voir. Ici, on a ce qu'on appelle le tube pitot, c'est pour la prise totale qui alimente l'anémomètre, donc pour la vitesse. Donc on vérifie simplement, visuellement, que le tube n'est pas obstrué. Au niveau des aérofreins, tout ce que je peux visuellement voir, je le vérifie. Donc ici, j'ai bien les 2 écrous, pas de problème. Et je n'ai pas de jeu trop important dans mon aérofrein. Donc pas de souci. Je le referme gentiment et je continue. Donc j'inspecte toujours le bord d'attaque. Vous pouvez passer la main. Voilà. Je vérifie pareil ici le bord de fuite, qu'il n'y ait pas eu de choc non signalé. Donc on n'a pas de souci. On va être prêt à décoller. On va s'installer. Voilà. Il est temps pour Clovis de rentrer dans la peau d'un futur pilote. Pour mettre rapidement le planeur en l'air, l'aérodrome de Chaux possède un treuil. Ce mode de lancement permet d'envoyer le planeur entre 450 et 700 mètres d'altitude en quelques secondes. Je fais accrocher le câble. Voilà, le câble est accroché. Voilà. Je vais faire une annonce radio et quand le câble sera tendu, je vais dire tendu, tendu et ça va partir. D'accord. Okay. Puis après, je vais essayer de t'expliquer ce que je fais, mais tu verras, la treuillée, ça va aller. Ouais, je vais écouter, je vais. À Belfort, le treuil, tu peux tendre le câble whisky pour un ASK 21, 2 personnes à bord. À Belfort, le treuil, pilote pour l'axe 18, le treuil, je tends le câble whisky. Pour un ASK 21, 2 personnes à bord. On va partir. Tendu, tendu. Accélération. Donc je maintiens l'axe de piste. Je laisse le planeur, il va décoller tout seul. Le planeur il a décollé tout seul. Je prends mon altitude de sécurité et je viens cabrer pour chercher ma pente maximale de montée. Et je me mets un petit peu en correction de dérive. Vitesse de montée 100 km/h. Donc on les a. Voilà, 100 km/h. On est en fin de treuiller. T'as entendu, ça a largué tout seul. On est en vol. Autonome, tout seul. Allez, tu prends le manche avec moi sur... voilà, parce que là on n'est pas très haut et je ne sais pas si on trouvera quelque chose.
Allez, par une action en avant sur le manche, je provoque une rotation sur l'axe de tangage vers l'avant. Vas-y. Regarde, le planeur il pique. Par une action sur l'arrière, le planeur il cabre. D'accord? Voilà. T'as vu que c'est très sensible? Oui, oui. Allez, on va se remettre un petit peu. Voilà. Très bien. Et puis essaye au palonnier un petit peu, on prend un petit peu de vitesse. Allez, palonnier droit. Ouais. Donc le lacet, palonnier gauche. Voilà. T'as vu, là, t'as vu que ça, c'est pas la même sensibilité. Allez, tu réessayes un petit peu en tangage. Ouais. Tangage, ok, super. Allez, roulis. Oui, on va sur la Ouais, gauche. à gauche, vas-y. À droite. À droite, vas-y, vas-y, n'hésite pas. T'as vu qu'il faut en mettre quand même. N'hésite pas à aller en chercher. Voilà, c'est moins sensible. Allez, je fais une annonce radio parce qu'il va falloir qu'on se repose. Déjà, on est assez bas. Ouais. À Belfort-Chaud, le planeur Delta Yankee, on est en fin de vente arrière pour la piste 18 planeur. Le train est fixe. Et puis quand on arrive dans l'axe de piste, tu la vois la piste à notre droite? On va mettre un peu de manche et de pied à droite pour aller se présenter sur la piste. C'est parti. Allez. Le sol, il va se rapprocher. On ne s'inquiète pas, tout est normal. On commence à arrondir. Voilà, gentiment. On refuse le sol. On ne veut pas se poser. On ne veut pas se poser. Voilà, très bien. On ne veut pas se poser. 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 Parfait. Tu vois un petit peu l'idée? Donc là, au roulage, on maintient l'inclinaison nulle. Hein. Voilà. Et moi, je dégage gentiment. Et on va s'arrêter. Voilà. Et on va s'arrêter. Le câble est juste là. Au tour de Michael de prendre place dans le cockpit. Son vol va commencer de manière plus douce, car son planeur va être remorqué à l'aide d'un petit avion. Cela lui permettra de voler plus haut et de rechercher des conditions météorologiques favorables à un vol de longue durée. C'est bien attaché? Oui. Papa Mike, c'est OK pour vous. Donc là, je vais partir manche à fond arrière pour soulager la roulette de nez à l'avant. Une fois que la roulette de nez avant va se... Toi, là, elle commence à... Voilà, ça y est. Donc, je ramène progressivement au neutre. Je laisse accélérer. Le planeur, il va décoller tout seul. Il a décollé. Allez, tu prends le manche, tu me gères l'étagement derrière l'avion. Donc des petites actions, s'il n'y a rien à faire, tu fais rien, Michael. On n'est pas au millimètre, hein, voilà. Moi je gère l'écartement. On est un petit peu bas, tu peux tirer un petit peu, gentiment, pas trop, regarde, sinon tu vas te t'as vu? Ouais, t'es hyper sensible. Alors tu t'inquiètes pas parce que la phase de remorquage, en fait, suivre un avion, c'est presque ce qu'il y a de plus compliqué dans l'apprentissage. Allez, on largue. Avant d'être lâché en autonomie complète, le pilote de vol à voile devra justifier d'une vingtaine d'heures de formation. De nombreux pilotes de planeurs se sont trouvés une vie professionnelle dans le monde aéronautique. En effet, il n'est pas rare qu'ils deviennent pilotes de chasse ou pilotes de ligne, car la pratique du vol à voile développe un sens aigu du pilotage. Arrière, je provoque une rotation sur l'axe de tangage vers le haut. D'accord? Oui. Manche avant. Allez, manche avant, manche avant, manche avant. Voilà. Manche arrière. Ok. Allez, on stabilise. Voilà. Rotation à gauche. Tu stops. Stop. Voilà. Rotation à droite. Tu stops. Voilà. Je provoque un virage. Tu tiens l'assiette. Voilà. Je vais t'embêter un peu. Tu me remets à l'assiette. Voilà. Bah voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Ouais. Nickel. Voilà. Allez, je t'embête encore un petit peu. À toi de revenir en ligne droite. Voilà. Alors c'est normal, ça bouge un peu. Ok. Voilà. On maintient cette ligne droite. On va maintenir cette ligne droite et ensuite on va enchaîner avec un virage par la gauche. Étienne et Michène regarderaient aujourd'hui avec enthousiasme le premier vol de Michael. Car à quelques kilomètres de là, cet ingénieur et brillant naturaliste s'employa durant des années à fabriquer une machine capable de le libérer de la gravité.
Né en 1884, Étienne Michenne s'installe à quelques kilomètres de Belfort, dans la commune de Valentinier, où les usines Peugeot l'emploient comme ingénieur. Son logement était sommaire, mais il l'avait transformé en bureau d'études où il examinait, grâce à sa caméra, le vol des oiseaux et des insectes. Fasciné par leur capacité à s'envoler verticalement, Étienne Michenne étudia leur anatomie. En cette année 1920, plusieurs inventeurs cessaient à fabriquer des appareils à décollage vertical. Janvier 1921, Michenne fabrique sa machine et réussit plusieurs vols à quelques centimètres du sol. 3 ans plus tard, le 4 mai 1924, il sera à bord de son appareil le premier au monde à parcourir 1 km en circuit fermé sur l'aérodrome de Montbéliard. Un moteur puissant, une aile légère, voici une machine qu'Étienne Michenne serait heureux de piloter. Sur une prairie du côté de Lure, en Haute-Saône, Michel Perret supervise le départ des pilotes qu'il a formés au paramoteur. Cette ULM, qui associe une aile de parapente avec un moteur, permet le décollage à partir d'un sol plat. L'appareil est facile à manier, ce qui permet à Michel de pratiquer la photographie aérienne, son autre passion. En fin d'après-midi, Michel équipe Guillaume, son jeune collègue, pour aller prendre ensemble une série de photos aériennes de la région. Avec le jeu du moteur, il faut que ça vraiment les lèvres contre. Michel, on va prendre la direction de la chapelle de Ronchamp. On aperçoit d'ailleurs la chapelle, est-ce que tu la vois là? À la Pointe Blanche là-bas. Je t'ai pas demandé ce que tu voulais faire des photos. Hein. Je suis conseiller municipal dans un petit village. Ah d'accord. Voilà, à Terre-du-Haie, un petit village à 17 km de Lure. Et on voudrait agrémenter la mairie de photos aériennes des monuments de la région. Faire des posters quoi. Ouais. D'accord. Bah, là écoute, tu devrais pouvoir faire des bons posters. Hein. La luminosité. Je suis content parce que le temps est idéal, la luminosité est bonne. Et on va avoir droit à un magnifique soleil couchant. Vous pouvez prendre les commandes? Oui, vas-y. Laisse. Attention, ça se coule. Oui, je les tiens comme ça. Un point de vue unique sur la chapelle Notre-Dame du Haut s'offre à Michel et Guillaume. À quelques mètres sous leurs pieds, l'œuvre de l'architecte Le Corbusier, datant de 1955, dessine ses formes rondes et blanches. Sous la chapelle, on devine le couvent Sainte-Claire, qui est reconnaissable par ses grandes ouvertures. Il accueille désormais la communauté des sœurs Clarisses de Besançon. On va essayer de se diriger vers le puits Arthur qui est un peu plus loin là. Le paramoteur s'avère être l'appareil idéal pour la photographie aérienne. Il peut en effet évoluer à une altitude comprise entre 150 et 1500 mètres et sa vitesse varie de 20 à 50 km/h. À charge au pilote de bien se positionner par rapport au soleil pour éviter son ombre, de choisir le bon angle et de garder à l'esprit qu'il faut se ménager un espace de secours tel une prairie en cas d'atterrissage d'urgence. C'est bon. Voilà. Allez. On se dirige vers... c'est en face là les Bastières, hein, c'est là. C'était des anciennes carrières ici. Hein. Bah oui, c'est tout artificiel ça. Décoder dans l'axe, tu reprends les manettes là? Oui, oui. Allez. Et tends parce que ça bouge. Hein. Ne tire pas trop. Oui, juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà, bon, ça te plaît comme angle ça? Voilà, là je suis en train de flinguer. Alors je te prends champagner derrière les balastières. Hein. On est à la bonne altitude là pour faire ces photos là. Depuis des siècles, les hommes cherchent à voler. Le désir de surpasser la condition de simple humain pousse les inventeurs tels Étienne Michenne à imaginer des machines capables de nous arracher au sol. À leur manière, nos pilotes franc-comtois perpétuent ce désir d'imiter le vol des oiseaux, les seuls qui soient à même de voler librement dans les airs.